Et hop, ah, ça marche, c'est génial. J'espère que ça va marcher ce matin. C'est la revue de presse du monde moderne, c'est tous les matins ou presque à 9h ou presque. Eh bien ça tombe bien ce matin, on est quasiment à l'heure. Vous êtes quasiment tous là. N'hésitez pas bien sûr, dès le début, à partager le lien de ce stream, à vous mettre nu sur votre balcon et à hurler « C'est trop bien, c'est la revue de presse du monde moderne, j'attends ça depuis hier, merde !» Et oui.
Et oui, vous êtes là, je suis là, nous sommes là. Regardez, j'ai même amené un petit masque pour me préparer à l'allocution du président Macron ce soir. Si je vais faire à 3 doses, je crois que la brigade vaccinale Christophe Barbier BFM va bientôt frapper à ma porte. Qu'est-ce que je vais faire? Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Il est trop tôt pour ce genre de conneries, c'est vrai. Vous pouvez déguiser votre fourche également, il n'y a pas de problème. Le masque a pris cher. Bah, c'est des masques, ça reste dans les poches. Hein. C'est les masques de poche. Tu le mets dans la poche, tu le remets, tu le mets dans la poche. Les masques, quoi. Ça reste plus propre qu'un masque d'élève de CM1, hein, qui est un mouchoir. Aujourd'hui, je vous ai prévenu, hein, c'est très trash. Il y a du PPDA, il y a du discours de Macron, il y a de la procession autour de la tombe du général de Gaulle. C'est quand même assez dingue ce qui se passe. 7e dose et tout va bien. Bientôt, oui. Alors, on commence déjà à parler de 4e dose, hein, pour ceux qui n'en veulent, hein, parce que vous allez être nombreux à en vouloir en disant mais pourquoi moi j'ai pas le droit? C'est pour plus tard. Il y aura du Covid, évidemment, hein, vous allez voir. C'est une belle revue de presse que je vous ai préparée ce matin. C'est surtout la presse des milliardaires, puisque c'est grâce à eux, hein, qu'on rigole tous les matins en direct sur Twitch. Bienvenue, Lex Tutor. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitch, bien entendu, à vous abonner également via Prime, à offrir des abonnements. Vous pouvez également via Patreon nous financer un petit peu et puis surtout nous faire de la pub. C'est important, le bouche à oreille. Vous savez que c'est en live sur Twitch tous les matins quasiment et c'est en replay sur YouTube. Voilà, c'est la revue de presse du monde moderne. Et on commence avec la une de Libé qui a déjà fait beaucoup parler d'elle hier, puisqu'il y est question d'un certain présentateur du journal de télévision. Vous vous rappelez Patrick Poivre d'Arvor, PPDA, la marionnette des Guignols, plus sympa que le vrai visiblement. Alors lui, c'est pas 5 minutes douche comprise, hein. C'est direct, tu tombes dans son bureau, paf, il tombe le pantalon et hop, il te met la bite dans la bouche. T'as pas le temps de dire ouf, les témoignages sont édifiants, accablants, un prédateur froid, insensible, dangereux, qui avait toujours le même mode opératoire, c'est-à-dire poser des petites questions. Hein. Alors t'es en couple, t'aimes bien le cul, tu dors nu, t'as envie de me sucer la bite, tant pis, au revoir. Et si jamais elle disait non, eh bien, il se barrait sur son petit scooter. Comment vous dire? Les témoignages sont impressionnants. Déjà, merci, bravo à ces femmes d'oser prendre la parole, parce que quand on est la première, c'est le plus difficile, personne ne veut vous croire. Vous avez un système patriarcal organisé où tout le monde savait. Hein. Robert Namias était au courant. Alors, il nie avoir été au courant maintenant. Il dit non, je me rappelle pas avoir parlé de ça. C'était le chef de l'info de TF1. Étienne Moujotte est mort. Patrick Lelay aussi. Donc, ça permet aussi de sortir du placard plus facilement. Mais ce sont des hommes puissants qui permettent à des prédateurs de s'épanouir au sein d'ambiances totalement délétères, de harcèlement de toutes sortes. Voilà. Je vous lis les témoignages, quelques témoignages de ces femmes qui racontent longtemps après, bien sûr, ce qu'elles ont vécu aux mains de ce monstre qui était Patrick Poivre d'Arvor. Viol, agression, harcèlement sexuel. Après le classement sans suite de l'enquête préliminaire, c'est bien dommage, elles ont accepté de témoigner dans Libération. Leur récit et les procès-verbaux que nous avons pu consulter esquissent un mode opératoire brutal et un sentiment de totale impunité. La tour TF1, c'est un peu la tour Philippe le Bel, c'est le droit de cuissage, vous allez voir. Il y a l'homme qui m'a aidé et celui qui m'a violé. Stéphanie Cayatte, journaliste de 51 ans, était anorexique quand elle commence à travailler avec PPDA. Elle rapporte qu'il lui a imposé une fellation le jour de leur rencontre. C'était fin 94. Peu après la création de LCI, j'ai 24 ans, je suis journaliste. Je lis énormément depuis toujours et je rêve de travailler pour une émission littéraire. J'apprends qu'en plus de présenter son JT et ex-libris sur TF1, Patrick Poivre d'Arvor a lancé Place au livre sur la nouvelle chaîne. J'appelle son secrétariat et, à mon grand étonnement, on me propose immédiatement un rendez-vous à TF1 après le 20h. L'une de ses assistantes me fait entrer dans son bureau. PPDA ferme la porte, on échange quelques mots, puis il prend un appel. Je reste debout, je me tourne vers la bibliothèque pour me donner une contenance. Je ne l'entends pas s'approcher. Il me retourne brusquement, m'oblige à me baisser et enfonce son sexe dans ma bouche.
Je ne suis pas là depuis 10 minutes. Ça a été brusque, soudain, rapide. Je pesais 30 kilos, j'étais anorexique. Il était impossible de ne pas le voir. On n'impose pas une fellation à qui que ce soit, mais mettre de force quelque chose dans la bouche d'une anorexique et lui faire avaler du sperme, c'est encore plus violent que violent. Je ne me souviens pas de la suite, je ne me souviens pas de ce qu'il m'a dit, de la manière dont j'ai quitté son bureau, je sais juste que j'ai été me rincer la bouche aux toilettes. Et alors c'était souvent comme ça, donc en fait après le 20h il arrivait, tu vois, et il faisait venir les jeunes admiratrices ou les futurs stagiaires dans son bureau. Oui, je vous avais dit que c'était violent, mais je pense qu'il faut relayer la parole de ces femmes qui osent parler, montrer qui est cette personne, l'impunité qu'il a eue au sein du groupe TF1, pour que ça cesse, pour que ce genre de personnage n'ait plus jamais le pouvoir sur qui que ce soit. C'est assez important. Bien sûr, Florence Porcel était la première à parler, elle a pris des sauts de merde sur la tête. D'ailleurs, je vais vous lire, vous aviez même des journalistes qui allaient à la rescousse de PPDA. Anne-Sophie Lapix, par exemple, il n'est en rien ni violent ni agressif. Rien ne va plus pour Patrick Poivre d'Arvor. Depuis qu'il a été pointé du doigt par l'écrivaine de 37 ans, au cœur d'un grand scandale, des proches du journaliste ont réagi face à l'ampleur du fiasco. Claire Chazal a brisé son silence. Et puis, il est normal que les femmes brisent enfin le silence. Très souvent, elles ont peur de réagir face aux violences. Dans tous les cas, je suis contente que les choses puissent être un peu mieux. Voilà. Alors, pour Claire Chazal, c'est plus un séducteur qu'un prédateur. Il aime conquérir, il aime multiplier les conquêtes. Il n'est en rien ni violent ni agressif. Quand même. Et puis, il est primordial qu'il y ait la liberté de parole. En ce qui concerne Patrick Poivre d'Arvor, je vous renvoie au propos de Claire Chazal. Donc, ils ont essayé un peu de soutenir, mais là, non, je crois que ça craque de partout. C'est aussi cette jeune écrivaine qui est reçue après le JT. Alors, le mec arrive après le JT, lui propose un verre de vodka. Vous voulez un doigt ? Non, mais juste un doigt. D'accord. Et puis, en plus, il se fout sur son bureau et là, il baisse son froc et il dit « Vous me faites bien une petite gâterie ?» avec l'air d'un enfant capricieux. C'est un autre témoignage accablant où là, tu dis « Mais c'est pas possible !» Bah si. Donc, il y a vraiment quelque chose de terrible dans ce modus operandi. Les questions intimes qu'il posait tout le temps, il n'a pas nié. Je pense que c'est la moindre des élégances de demander à une personne qui vous plaît physiquement si elle est libre ou pas. Voilà comment il répond. Interrogé par l'enquêteur sur l'intérêt qu'auraient tant de femmes à mentir, PPDA s'est défendu ainsi. Ces femmes ne me connaissent pas, mais ont certainement lu ce qui a été dit dans la presse sur moi. Il est possible que certaines qui n'avaient pas un bon souvenir de moi se soient engouffrées dans la brèche qui était proposée. Certaines m'en veulent peut-être de les avoir oubliées. L'air du temps a dû jouer. Certaines se sont peut-être mues en militantes. Je ne veux pas interpréter. Bah écoute, nous on va interpréter, t'es un gros porc, voilà. Et c'est maintenant que ça sort. T'as bien de la chance parce qu'à l'époque, il faisait 8 millions de téléspectateurs PPDA au JT de 20h. Donc c'était la star intouchable de TF1. Personne ne pouvait rien dire. Aujourd'hui, c'est péniblement 6 millions quand c'est un carton d'audience. Il était le roi de TF1. C'est le train de la hype. Donc abonnez-vous, profitez-en, n'hésitez pas. Malheureusement, comme les faits sont prescrits, bien, il va sans doute rejoindre Matzneff en Italie dans un exil forcé de mal aimer. Voilà, c'est un peu ce qu'ils se disent, quoi. Donc, ne soyons pas dupes. Ce genre de personnes existe toujours au sein des entreprises, au sein des églises aussi, puisqu'on va parler de l'église qui a décidé de payer l'église en bourse, vous allez voir. Mais le pouvoir et l'argent mis en de très mauvaises mains, ça fait jamais bon ménage. Après, t'as des mecs qui ont l'argent mais qui n'ont pas le pouvoir. Je sais pas si vous avez vu la vidéo de Jeff Bezos avec sa nouvelle copine, qui est une actrice mexicaine, je crois, ou un truc comme ça, qui rencontre Brad Pitt. Et la meuf, mais elle est en chaleur, quoi. Je suis désolé de parler comme ça, mais vraiment, attendez, faut que je vous trouve la vidéo, elle est ouf, quoi. Et elle drague Brad Pitt. Et t'as Bezos qui est comme ça, qui fait... Et Brad Pitt qui s'en va en disant « Oh putain, je veux pas de ce merdier-là, quoi. » Donc non, là, l'argent ne fait pas tout. Matzneff n'est pas en tôle, non, pas du tout. Matzneff est en exil en Italie. Triste de voir que ses contemporains ne l'aiment plus. Eux qui l'ont tant aimé. Il était invité au dîner mondain, il était encensé par la critique, et le voilà maintenant relégué au vieux pédo qu'il est. Poivre d'Arvor, lui, n'est pas pédo, c'est juste un énorme porc. Voilà. Ça n'empêche pas.
Vous inquiétez pas, on va rire quand même ce matin. Si vous voulez, attendez, non, j'aurais pas assez de bande passante pour télécharger la vidéo de Bezos, mais je vous la fais demain. J'ai dit qui? J'ai dit Bezos, c'est DiCaprio. J'ai dit qui? J'ai pas dit DiCaprio? Leonardo DiCaprio? Si, c'est lui qui se barre, ouais. J'ai pas dit... ouais, j'ai bien dit DiCaprio. Bon, 1 an et demi que je suis caché par mon médecin parce que j'ai dénoncé un prédateur d'ado officier. Eh bien, Sophie, bravo et courage. Et oui, vous voyez que ce système de la prédation a encore de beaux jours devant lui. Ah, bah j'ai dit Brad Pitt, je suis con. Non, mais comme ils vendent tous du café maintenant, tu sais plus. Entre le mec qui vend de la voiture, le mec qui vend du... donc non, Leonardo. C'est Leonardo. Merci. Il y en a qui ont vu la vidéo. Elle est excellente. Bon, voilà. Donc, l'affaire PPDA, il fallait avoir le cœur bien accroché. Je vous avais dit que ce serait trash ce matin, mais je voulais saluer le courage de ces femmes. Il y en aura d'autres, bien sûr, qui vont prendre la parole. Il y aura d'autres affaires parce que c'est un monde qui a été organisé comme ça par l'argent, la prédation, la peur, la promotion canapé. On en rigolait il y a quelques années, hein, c'était quasiment normal de coucher pour réussir. Non, c'est dégueulasse. Allez, on a pour coutume, et pour rigoler davantage, de commencer la revue de presse avec le canard à nanar, le Parisien aujourd'hui en France, parce que c'est quand même un canard où il y a des articles dithyrambiques sur Macron et tout. Voilà. Mais là, non, alors on va pas rigoler. Pédophilie, l'Église va payer. Ah bah, il manquerait plus que ça. Hein. Alors, non, l'Église va pas payer. Non, finalement, non, on a violé 330 000 gamins, mais... et alors, j'ai envie de dire, hein, l'éducation sexuelle fait aussi partie... non, ben non. Non, vous allez payer. Alors, ils sont un peu emmerdés quand même. La conférence des évêques a décidé hier d'indemniser les milliers de victimes donc du rapport Sauvé. Ils vont donc vendre des biens de l'Église, il y en a beaucoup, emprunter, et ils ont refusé de faire appel aux dons. Ils disent ça va pas forcément passer. Elle reconnaît une responsabilité systémique et lance le processus d'indemnisation, répondant ainsi aux attentes des victimes. C'est un vrai virage. Pour la première fois, les choses vont dans le bon sens, puisque pendant des années, les évêques, la hiérarchie, tout ça, niaient en fait les faits de pédophilie, mutaient les prêtres pédos d'un coin à l'autre de la France pour qu'ils fassent encore plus de victimes, et puis disaient que la loi du Seigneur était bien supérieure à la loi de la République, ce qui n'est pas vrai, la preuve, voilà. Donc c'est une révolution, et elle ne va pas demander aux fidèles de mettre la main à la poche, pas d'appel aux dons pour les indemnisations. Et oui, c'est une instance nationale et indépendante qui va être mise en place dans les prochaines semaines pour instruire, évaluer chaque cas. Alors, en Allemagne, ils ont fait ça, c'est assez dégueulasse. C'est un tableau Excel, en fait, qui, en fonction de ce que t'as fait le prêtre, te donne droit à une indemnité. Donc, si c'est touche pipi, si c'est fellation, c'est vraiment dégueulasse. Donc, je pense que c'est une deuxième violence faite aux victimes. Espérons que l'Église française ne fasse pas cette violence-là qu'ont fait les Allemands, parce que là, les victimes des prêtres pédos ont dit c'est quand même assez trash ce que vous nous faites faire, mais... Donc j'espère qu'ils trouveront une manière de le faire un peu moins traumatique. Alors, puisque ce sera la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, c'est une excellente nouvelle. Alors, d'où viendra l'argent? L'appel aux dons des fidèles est définitivement écarté. Ce type de ressources, dons, quêtes, offrandes ou deniers, sans exception, sont destinés à la mission de l'Église. Et la mission de l'Église, c'est pas de tripoter des gamins. Donc, voilà, ça c'est la conférence des évêques. On ne touche pas aux dons, mais on va mobiliser une partie des réserves dont nous disposons, qui ne sont pas importantes, pour abonder un fonds de dotation à ce jour à hauteur de 500 000 euros. Voilà, les exemples étrangers, je vous en parlais de l'Allemagne, permettent d'avoir une idée du montant que les églises catholiques ont mobilisé. Le barème élaboré en Belgique prévoit 4 niveaux d'indemnisation de 2 500 à 25 000 euros. Selon la gravité de l'agression commise, les montants globaux attribués aux victimes se chiffrent en millions d'euros, 4,6 millions d'euros de 2012 à 2017 en Belgique, 27,8 millions d'euros de 2011 à 2018 aux Pays-Bas.
jusqu'à 1,5 milliard d'euros en Irlande. Alors en Irlande, c'était très très trash. En 2014, c'est les orphelinats, alors ils tuaient carrément les gamins, enfin il y avait un trafic. Là tu te dis, même le plus barré des scénaristes d'Hollywood aurait pas pu inventer l'histoire des orphelinats irlandais. Et aux États-Unis, surtout, les diocèses ont assumé un coût financier de 3,87 milliards de dollars, c'est 3,43 milliards d'euros, pour 11 732 plaintes déposées, soit une indemnisation de 293 500 euros par victime. Donc les victimes ont intérêt à prendre des avocats américains ou même à faire jouer l'extraterritorialité du droit, en disant finalement l'Église c'est le Vatican, donc c'est pas la loi française, ça pourrait aller plus loin pour faire monter les prix, je sais pas. En tout cas, le mal est fait. Les enfants qui ont été violés par ces prêtres, eux ne s'en sont jamais remis, et c'est pas quelques euros qui vont changer quoi que ce soit, malheureusement. Mais c'est déjà bien. Merci du cadeau. Je vois que ça s'enjaille pendant que je fais. Il y a plein d'abonnements. Kikette, Coriage, Eve-Marie, 3 mois d'abonnement. Merci à tous. Coriage qui offre 5 abonnements communautaires. Merci beaucoup. C'est Corlag38, pardon, je lis très mal parce que c'est écrit petit sur mon écran. Vous êtes plus de 400, c'est la revue de presse du monde moderne. J'ai envie de dire youpi, même si on parle d'horreur. Vous allez voir ça, on va commencer à rigoler puisque là on va parler de Macron, même si c'est pas drôle. Je vous remercie beaucoup de ces abonnements. Merci Corlag38 des offres. Merci Jeff. Non, il n'y a pas que Jeff, nous on en profite aussi, ça nous permet quand même de faire quelques petits investissements en matériel et autres. Et puis de vous avoir de plus en plus nombreux en live sur le chat et sur la revue de presse du monde moderne. N'hésitez pas bien sûr à partager le lien du stream, à mettre des likes, à commenter et à dire combien vous aimez cette revue de presse d'un genre particulier. Alors, inciter ou contraindre, le dilemme de Macron. J'ai envie de dire, il n'a jamais trop eu de dilemme. Lui, ce qu'il aime, c'est contraindre et puis tirer dans la gueule. Ça, c'est plus son truc. Le président s'exprimera ce soir à 20h, après un conseil de défense sanitaire. Ah, poète, il y en a un. Ah ouais, parce qu'on s'était dit, tiens, c'est marrant, il s'exprime, il y a... Non, il y en a un. 3e dose, c'est la 3e dose. C'est youp la 3e dose. Alors, certains signes ne trompent pas. Sitôt annoncé qu'Emmanuel Macron s'exprimerait hier soir à 20h depuis l'Elysée, quelques heures après un nouveau conseil de défense, le nombre de prises de rendez-vous pour une 3e dose de vaccin a connu une hausse notable, comme si chacun avait bien en tête ce qu'un conseiller de l'exécutif traduit ainsi. La question principale, c'est celle de l'intégration du rappel dans le pass sanitaire. Donc on a un président de la République française qui va parler aux Français comme des enfants pour dire « Attention, j'enlève le pass et je remets le pass. Mais il faut la 3e dose. » Grande allocution. Putain. Le jour de l'anniversaire de la mort de Gaulle, là, tu fais « Est-ce qu'on imagine le général de Gaulle parler de pass sanitaire ?» Puisqu'ils sont tous là à faire la procession, on en parlera après. Le chef de l'État s'en tiendra-t-il au message incantatif ou optera-t-il pour la contrainte ? Non, la contrainte, c'est Castex. Lui, Macron, il fait style. Moi, vous savez... Alors en juillet, il a dit, moi, vous savez, je vais vous enfermer, je vais vous foutre le pass sanitaire. C'est le vaccin, je ne peux pas le rendre obligatoire parce que bon, il est encore en mode, on ne sait pas trop ce qui va se passer, donc on fait des tests. Mais n'empêche, bande de salauds de Français, heureusement que je suis votre président, sinon vous feriez bien n'importe quoi. Et il devrait parler de la vaccination des enfants aussi. Selon nos informations, une des pistes sur la table consiste à contourner la difficulté en conditionnant le pass à l'injection d'une 3e dose pour les seuls plus de 65 ans. Parce qu'eux, ils ne veulent pas y aller. Parce qu'en fait, on leur a promis, les mecs te disent 2 doses, et après l'été, vous verrez, vous retrouverez la vie d'avant. Bon, ils ont fait leurs 2 doses, tout contents. Après l'été... Quoi, c'est la 5e vague ? Quoi ? Il faut garder le masque ? Mais monsieur l'agent, mais puisque je vous dis que je suis vacciné, je ne comprends pas ce que je me fais. 3e dose. Et alors, il est évident qu'il sera maintenu après le 15 novembre. Ah oui, parce que le pass sanitaire, les amis, c'était jusqu'au 15 novembre normalement. Eh ben, 15 novembre, c'est la semaine prochaine. J'ai comme qui dirait l'étrange sensation que ça va durer encore beaucoup plus longtemps. J'ai perdu la vision suite à la vaccination. Non, suite à la mise du masque. Oui, évidemment, le pass sanitaire, après le 15 novembre, puisqu'ils veulent nous l'imposer jusqu'en juillet, si besoin est.
Il faut dire qu'en même temps, le Danemark, qui avait arrêté au bout de 2 mois, remet le pass sanitaire, alors que le Danemark est ultra vacciné, que l'Allemagne aussi dit c'est les non-vaccinés qui nous refilent l'épidémie, mais en même temps, on apprend en Belgique que 64% des gens qui sont dans les urgences et en réanimation sont doublement vaccinés. Donc c'est un merdier sans nom, mais comme ils peuvent pas dire que c'est un merdier sans nom, ils font style bon, allez, on y va les cocos parce qu'on n'a pas le choix, on n'a plus que ça, donc allez-y. Et là, tu te dis, mais moi j'ai juste envie qu'on arrête les frais. Et donc qu'on cherche un truc qui marche, tu vois. Merci Ovieg pour cet abonnement. La Suède est en train d'interdire... Non, alors nous on interdit le Moderna, on y vient, vous inquiétez pas, là je continue sur l'allocution. Donc le chef de l'État parlera aussi des questions de la 3e dose pour tous, parce que oui, hein, c'est pas seulement les plus de 65 ans. Hein. Après vous allez voir, même si tu as eu une seule dose parce que tu as eu le Covid avant, je suis allé voir sur le site, tu as droit à une 3e dose, qui est de fait une 2e dose. Mais ce qu'ils appellent un booster, hein, un rappel. Un rappel tous les 6 mois, c'est beaucoup quand même. Hein. Donc, s'il y a une nouvelle vague et que l'allocution n'avait pas posé les jalons d'une feuille de route claire, cela l'obligerait à y revenir pendant la campagne. Il est malin, Macron. Donc, il le dit pour préparer les esprits au fait qu'on va voter avec un pass sanitaire. Non, je dis des conneries, on sait pas. On sait pas encore, mais on sent bien l'entourloupe venir hein, quand même. On est refait. Hein. Déjà le grand débat, l'entourloupe du pass, l'auto-attestation de sortie. On sait qu'ils sont prêts à nous faire n'importe quoi. Donc on sait. Il rattrape les. Alors il fait le fait déclencheur, c'est la dégradation de la situation sanitaire. En réalité, ça va. Hein. Il y a très peu de gens qui sont en réanimation. La vraie urgence, c'est les urgences pédiatriques avec les bronchiolites. Pour le Covid, c'était moins de 5% des hospitalisations en 2020. Toute l'année 2020. Voilà. Pour le chef de l'État, le temps est enfin venu de dire officiellement quel sort il réserve à la réforme des retraites. Ah oui, parce qu'il va nous faire un package. Câlin, tape, câlin, et coup de pied dans les couilles. Ça, c'est le style Macron, tu vois. C'est beaucoup de caresses et à la fin, jamais de caresses en fait. C'est que du foutage de gueule. Et donc là, il va nous dire que, attention, 2022 est dans toutes les têtes. Hein. Il a un enjeu à rappeler. Tout ce qui est fait depuis septembre, le taux de pénétration n'est pas à la hauteur. Des millions sont posés sur la table et les Français sont toujours pauvres. Hein, on fout un pognon de dingue et ça marche pas. Eh oui, parce que Bruno Le Maire, lui, a décidé de poursuivre la prime, le prêt garanti par l'État, jusqu'en juin 2022. C'est bien, des petits cadeaux aux entreprises. Mais par contre, la réforme de l'assurance chômage, ça, c'est fait tout de suite. Parce que l'économie va mieux, soi-disant. Alors, d'un côté, pour les chômeurs, l'économie va mieux. Pour les entreprises, comme l'économie va pas super, on prolonge le prêt garanti par l'État. L'entourloupe est gigantesque. Mais visiblement, ça passe. Je sais pas comment les Français font pour garder leur calme, en fait. Moi, tous les matins, je suis là, je m'excite devant ma petite caméra. Je suis là, genre, putain, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. J'ai envie de manger mon masque. Et tout le monde est là, non, mais il faut garder espoir. Et puis, l'économie va pas si mal. Et puis, non, tout ça est un songe. Et un mensonge. Les millions, les milliards d'argent magique de la Banque Centrale Européenne font de l'inflation et permettent aux ultra-riches d'acheter des méga gros yachts. Je ne sais pas si vous avez vu, mais les ultra-riches relancent le secteur de la plaisance de luxe avec des bateaux de plus de 40 mètres commandés comme jamais on en a vu, pendant que Édouard Leclerc dit « Attention, l'inflation va faire que les plus pauvres vont plus pouvoir manger cet hiver ». C'est Dickens, les amis. Ce qui se passe là, c'est le retour au 19e à la vitesse grand V. On est à ça d'une loi pour établir le travail des enfants dès 12 ans. Hein, puisque le pass sanitaire est à 12 ans, ils vont dire, 12 ans, pass sanitaire. Eh ben écoute Kevin, c'est bien, tu peux aller à la mine. Mais il n'y a plus de mine. Ah mais non, mais on va réindustrialiser, t'inquiète pas. Tu demanderas à ton grand-père comment ça se passait dans la mine, il va tout expliquer, tu verras, ça se passe très bien. Mais grand-père, il est mort, il avait les poumons rongés par le charbon. Ah, eh ben écoute, toi ça tombe bien, tu auras un masque, donc tu pourras travailler jusqu'à 67 ans, hein, ce que n'a pas pu faire ton grand-père. C'est bien dommage, tu vois, le travail c'est la santé. Allez Kevin, merci, tiens, mets ton masque, casse-toi. Et va faire ta piqûre là, oui, tu vas dans la queue avec les autres. Et arrête de poser des questions, parce que vous avez vu, le mec, je passe du coq à l'âne, mais c'est quand même dingue ce qui se passe. C'est-à-dire ce retour au 19e, le pire, le plus trash de Dickens.
Donc les ultra riches, il va falloir aller les chercher et leur prendre leur argent. Ils n'aiment pas la taxe. Elon Musk, il n'aime pas la taxe des ultra riches. Non, mais ça sert à rien, c'est pas cool. Les centimilliardaires ne servent à rien, hein. Ils sont le syndrome en fait d'un monde totalement pété qui va très mal. Et vous avez de plus en plus de pauvres et des famines organisées, hein, que ce soit la guerre civile en Éthiopie, le Niger, 69 villageois qui ont été tués par encore des djihadistes. On s'en fout, ça fait un petit entrefilet. On ne veut pas regarder le monde tel qu'il va mal, hein. On regarde, nous, le monde s'est rétréci. Alors on a Zemmour, hein, l'islam, attention Covid, attention Covid, attention islam, attention Covid, attention islam. Alors là on est là comme ça. Attention retraite, oh là là, attention paradis fiscaux. Les Pandora Papers. Est-ce que quelqu'un ici se souvient des Pandora Papers? Ce truc a été invisibilisé, tu vois, mis de côté. Je veux pas en parler. Je suis milliardaire, j'ai des journaux, je n'ai pas envie qu'on parle des Pandora Papers. J'ai peur des fois qu'on trouve des trucs sur ma holding familiale. C'est du délire. On vit quand même une drôle d'époque. On appelle ça démocratie parce que, tu vois, moi je peux dire des conneries, on finit pas en tôle. Mais le mec qui a crié Macron démission, Benalla en prison, lors du JT de 20h, a été mis en hôpital psychiatrique par le procureur. Eh ouais. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a le jeune qui avait balancé un œuf dur sur la tête de Macron lors d'un déplacement, alors je ne sais plus où c'était. Lui aussi, il a été mis en hôpital psychiatrique par le procureur. Je trouve que les procureurs ont un peu la main lourde pour mettre d'office en hôpital psychiatrique des gens qui, je pense, n'y ont pas leur place. Et ça me fout les boules de voir un peu la psychologisation de l'opposition. Alors on continue de dire qu'on est en démocratie. Mais quand tu commences à critiquer comme ça, tu vas dire, le mec, Attends, il passe derrière la caméra pour dire Macron démission, Benalla en prison. Le procureur le fond, pas en tôle, même pas en garde à vue, en hôpital psychiatrique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'ampleur du truc. Il y a des médecins aussi qui se sont retrouvés en hôpital psychiatrique parce qu'ils critiquaient la politique vaccinale. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe. J'ai pas l'impression. J'ai pas du tout l'impression. Mais on est en train de retourner au 19e. C'est-à-dire que l'ubérisation, c'est la vente de travail du corps du prolétaire. T'as plus rien. L'explosion des syndicats, l'explosion aussi des partis politiques. C'est voulu, avec derrière la bourgeoisie qui fait la politique. Puisque Zemmour, il est aussi l'émanation de cette bourgeoisie. Montebourg et sa affinitada, c'est pareil. Quand il commence à dire on va taper sur les travailleurs pauvres. Oh pardon, je voulais pas dire ça. Non, je veux dire qu'on tapait sur les États pauvres. Je voulais dire. C'est du délire ce qui se passe. Et dans l'indifférence générale, ou quasi générale, alors heureusement on est quelques gens comme ça, regardez, la revue de presse à se parler, merci d'être là d'ailleurs tous les matins, ça me rassure, ça vous rassure aussi. Et puis voilà, le professeur Combe a changé son discours depuis son internement, mais vous vous rendez compte, on interne les gens d'office à l'hôpital psychiatrique. Parce qu'ils ont dit Macron démission, Benalla en prison. Moi, je suis ultra flippé. Hein. Voilà. Alors, on devait rigoler ce matin, mais c'est vrai que ce matin, on est parti du mauvais pied. Là, ça rigole moyen, mais bon. Allez, on va essayer de retrouver la rigolada. Voilà. L'allocution du président, j'en parle bien sûr ce soir en direct à 20h sur RT France. Je serai aux premières loges pour commenter ce gros moment d'esbrouf. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait ? Alors, il n'y a pas que Macron dans la vie. Hein. Non, il y a aussi la Croix de Lorraine. Général de Gaulle. Ils sont tous allés, aujourd'hui, ils vont tous, alors à 9h là, en ce moment même qu'on se parle, là, Jean Castex est allé déposer une gerbe et faire 1 minute de silence sur la tombe du général. Au nom de tout le gouvernement, Anne Hidalgo y est pour le groupe de résistants de Paris. Vous avez tout LR après le débat d'hier soir qui vont. Alors hier soir, c'est Éric Ciotti qui a volé la vedette. Hein, et moi, j'avais l'impression que c'était comme dans Scooby-Doo, tu sais. Quand t'as le mec, t'enlèves le masque et t'avais Éric Zemmour sous le masque d'Éric Ciotti. Ah, regardez, c'est le shérif. C'est Éric Ciotti. Et il dit moi je veux arrêter avec le politiquement correct. Oui, j'assume le grand remplacement. C'est un terme qui existe. Je veux supprimer les impôts sur les héritages, ce qui ferait exploser davantage les inégalités. Même si bien sûr c'est pas le truc. Donc Ciotti, c'est bien. Barnier qui a joué son Chirac. Alors lui il faisait des trucs, des grandes phrases incompréhensibles. Puis à un moment il dit mais les Français veulent qu'on arrête de les emmerder. Oui, pas mal. Valérie Pécresse, très inexistante.
Je l'ai pas trop vue dans ce débat. Elle était éthérée. Ouais, un peu comme tu vois, son image. Oui, bah moi j'aimerais bien dormir maintenant. C'était quand elle était énarque et qu'elle occupait les locaux de l'ENA. Et puis Xavier Bertrand, fidèle à lui-même, hein, le candidat normal, hein, tu vois, la droite petite droite de province comme il l'assume. Moi, je suis un assureur de je sais plus où, avec toujours à peu près les mêmes trucs. Alors, ils veulent supprimer, bien sûr, des fonctionnaires, mais c'est rien en termes de masse salariale. C'est à peu près toujours le même discours. Hein. Et puis donc ce matin, donc ils vont se rabibocher. Alors ils sont pas vraiment fâchés hier. Hein. Tu vois que c'était un débat très très gentleman, très très propre, bien comme ça, tu vois bien. Et là, ils vont se dire dépôt de gerbe. On tourne autour de la Croix de Lorraine, 42 mètres de haut, cette Croix de Lorraine en béton. Regardez, c'est une œuvre magnifique. Ça vaut pas Voinic. Je sais pas si vous connaissez Voinic dans les Ardennes, qui est un énorme sanglier. Je l'ai là sur une aire d'autoroute. C'est le sanglier des Ardennes. Alors j'ai acheté la petite boule Voinic. Est-ce que c'est marqué Voinic? Même pas. Voilà. Ça, voilà. Et il fait 10 mètres de haut, le Voinic. Il a été fait par un artisan ferronnier. C'est à Charleville-Mézières. Bon, la Croix de Lorraine, c'est tout à fait autre chose. Mais c'est quand même assez hardcore. Hein. Putain, une belle Croix de Lorraine. Et puis, dans la rubrique On s'en fout, et tout le monde s'en fout, même, pas que nous, hein, c'est que Jean-Christophe Lagarde, patron de l'UDI, annonce qu'il ne se présentera pas à la présidentielle. Comme Arnaud Montebourg, quasiment. Sauf qu'Arnaud Montebourg, tous les dimanches, il y va pour dire écoutez, je pense que je fais n'importe quoi, donc je vais continuer. Si vous m'invitez dimanche prochain, je redis un truc. Donc voilà, salut Jean-Christophe. Donc lui, il souhaite un rassemblement derrière un candidat LR. C'est gentil, c'était sympa d'être passé. Il a eu des petits soucis personnels, hein. Ça a été assez dur, ça rentrait. Et là, bon ben, voilà, super. Arnaud Montebourg, tiens, je fais une petite parenthèse, la rigolada. Après sa sortie sur bon, les pauvres, là, qui envoient de l'argent en Afrique, ça suffit maintenant, hein, ça suffit. Les jeunes avec Montebourg se sont barrés. Ils ont fermé le compte Twitter, ils ont fait un communiqué pour dire bon, non, nous, on n'est pas du tout, on est entré en campagne avec Arnaud, c'était pas du tout pour ça. Salut Coco, ciao. Et là, le mec, alors, c'était réunion de crise hier soir avec tous ses soutiens, etc. Bon, qu'est-ce que je peux dire? Sur LCP, il allait dire non, mais je voulais pas dire ça. Mais... Et là, il nous refait une réunion. Alors, il devait être à Colombais, hein, pour faire le mur du silence face à Zemmour. Bon, Zemmour n'y va pas, donc Montebourg non plus. Zemmour qui devrait se présenter, hein, d'ici fin novembre, si tout va bien. Il n'a plus qu'à appuyer sur le bouton. Là, c'est le siège éjectable de la voiture de James Bond. Donc voilà, non, c'est n'importe quoi. Et donc là, pour moi, je pense que la campagne d'Arnaud Montebourg, c'est un peu la finitada. Déjà qu'il n'avait pas vraiment de fond, pas vraiment de parti, pas vraiment de militants. Alors si les jeunes avec Montebourg se barrent, bon, ils étaient 30, hein, c'est pas non plus énorme, mais quand même. Allez, petit point Covid, parce que je sais que vous adorez ça, et que vous êtes plus de 500 ce matin, et que c'est formidable. Alors n'hésitez pas bien sûr à partager le lien de ce stream, à en parler autour de vous. Si vous avez des chats, moi aussi j'en ai un, c'est super, c'est un animal qui mérite qu'on le connaisse. Alors ça mange des croquettes, hein, ça fait caca dans une litière, ça sert globalement à rien, ça ronronne et ça mord, et ça se fout de tout. Et alors en termes de religion, je pense qu'ils ont la meilleure religion, les chats. Voilà. Alors, non, là, on va parler donc point Covid. Alors, faites venir des gens parce que c'est important. Alors, vous allez voir, ça y est, hein, un mois après les pays du Nord, la Suède et tout ça, notre haute autorité à la santé décide d'interdire le Moderna, hein, pour les moins de 30 ans. Voilà. La haute autorité de santé, s'appuyant sur le risque de myocardite et de péricardite chez les plus jeunes, préconise de s'en passer. Hein. C'est la science, c'est le recul. Alors au début, c'était allez-y. Alors il y a eu le Janssen, le Pfizer, le Moderna. Alors le Pfizer, il y a aussi des myocardites. On ne sait pas d'où ça vient. Et
Rappelez-vous quand même l'interview sur 2 pages du patron de Moderna dans le journal de Nanar. Donc Bernard Arnault, il faut savoir que non seulement il est patron du Parisien aujourd'hui en France, c'est sa propriété, mais que via sa holding familiale Agache, il est également actionnaire du laboratoire Moderna. Alors là, bon, il parle quand même du fait que c'est interdit parce que la haute autorité vient l'interdire, mais le patron de Moderna, dans les colonnes du Parisien, il y a de ça 15 jours, disait qu'il fallait absolument vacciner les enfants, que c'était une très bonne chose, et que son vaccin, il était bien comme les autres, que certes des petites myocardites, et qu'on saurait peut-être, dans quelques années, d'où venaient les myocardites. Peut-être de la spike, peut-être de ce qu'il y a dans le vaccin. Bref, le mec s'en fout. Donc là, quand même, les mecs disent la haute autorité de santé a tranché, elle déconseille le recours au vaccin Moderna pour les moins de 30 ans. En cause, l'alerte émise par plusieurs pays scandinaves. Ah, toujours ça vient du Nord. Hein. D'ailleurs, c'est des mecs, je crois qu'ils n'ont pas beaucoup de passes sanitaires. C'est marrant, hein, alors que nous, on est passe sanitaire. Donc, concernant un possible risque accru de myocardite et péricardite chez les plus jeunes. C'est une étude française parue hier que nous avons pu consulter en avant-première. Elle confirme le risque peu fréquent. Alors, peu fréquent, c'est déjà trop. Hein. C'est un risque peu fréquent. Ah, c'est-à-dire, c'est peu fréquent. Ah bon, d'accord, ok. Donc, ça met un pour combien ? Bon, pas beaucoup. C'est pas beaucoup. C'est bien. Tends ton bras. C'est la brigade vaccinale. Ah ben d'accord. Tendez votre bras, monsieur. Non ? Si. Non ? C'est quoi votre produit ? C'est du boulgour. Ah, bah si c'est du boulgour, allez-y, merci. Non, là, j'ai déjà fait l'injection de Tarama. Merci. Voilà, non mais c'est délirant. Donc là, parce que vous savez aussi, pour ceux qui suivent la revue de presse, que notre ministre de la Santé, Olivier Véran, il est triplement vacciné. Lui, il a eu en première dose AstraZeneca, en deuxième dose Moderna et en dose de rappel le Pfizer. Bon alors, certaines mauvaises langues nous disent qu'il a eu du sérum physiologique, hein, parce que sinon il serait déjà comme ça. Mais en même temps, il est déjà un peu comme ça. Donc tu te dis, qu'est-ce qui se passe, quoi ? C'est du délire. Il y a les troubles menstruels, évidemment des femmes, qui ont été les nombreux témoignages de femmes. Le Télégramme en a parlé. Un journal courageux qui a fait parler, encore une fois, les victimes de cette vaccination, en disant voilà, moi j'allais très bien avant la vaccination, maintenant je saigne abondamment, j'ai mal au ventre, je sais pas ce qui se passe. Enfin bon, bref, il y a quand même, c'est du délire ce qui se passe. Alors la haute autorité de la santé, voilà, a dit, c'est le groupement EPIFAR, Agence nationale de sécurité du médicament et de l'assurance maladie. Tous les patients de 12 à 50 ans hospitalisés à la suite d'une myocardite ou d'une péricardite du 15 mai au 31 août. C'est pas beaucoup, hein. Parce déjà on vaccinait peu, parce qu'on a beaucoup vacciné en août, septembre. Alors, je vous lis les chiffres. Hein. Déjà, du 15 mai au 31 août, il y a eu 919 et 917 cas de myocardite et de péricardite. Quasiment 1000 cas. Vous vous rendez compte, c'est énorme. Hein, on parle de mai, juin, juillet, août, 4 mois, 1000 cas. 33% des patients hospitalisés pour myocardite et 23% pris en charge pour péricardite avaient été immunisés avec des vaccins à ARN pendant les 3 semaines précédentes. Donc tout vaccin confondu. Donc là on a un tiers et un quart des malades pris pour myocardite et péricardite suite à vaccination par ARN. À chaque fois, le risque de souffrir de ces inflammations cardiaques était particulièrement marqué chez les hommes de 12 à 29 ans, dans la semaine suivant la deuxième injection. Pour les myocardites, l'étude dénombre 26,7 cas attribuables au vaccin pour 1 million de doses Pfizer et 131,6 cas pour Moderna, soit un cas de myocardite pour 37 500 injections de Pfizer et un cas pour 7 600 doses de Moderna. Donc une chance sur 7000, tu as plus de chances de gagner à avoir une péricardite avec l'ARN qu'avec n'importe quelle loterie. Hein. Le risque paraît moindre chez les femmes de moins de 30 ans, avec un cas pour 230 000 doses et un cas pour 26 000 doses, toujours suivant les 7 jours suivant l'injection. Donc ça, c'est une étude sérieuse. Hein. On n'est pas chez les conspis, on est chez EPIFAR, c'est l'étude de l'Agence nationale de sécurité du médicament et de l'assurance maladie, qui te disent qu'un quart et un tiers des péricardites et des myocardites sont liés à la vaccination ARN. Chez les hommes de 30 à 50 ans, on tombe sur un cas pour 200 000 doses et un cas pour 37 000 doses. Plus tu vieillis, moins tu as de risque d'avoir ça. Et c'est beaucoup après la deuxième dose. Hein. En général, alors après l'article
c'est quand même le canard à nanar, il a un peu investi dans Moderna. En général, les patients s'en remettent bien. Et puis Pfizer fait aussi des myocardites et des péricardites. On en parle moins parce qu'ils dépensent plus en lobbying. Le fait que ces excès de cas surviennent très rapidement après l'injection permet, entre autres arguments, d'attribuer ce risque au vaccin. Car ça ne peut pas être dû au hasard, pointe l'épidémiologiste Mahmoud Zourek, auteur principal de l'étude. Par ailleurs, le profil de patient n'est pas forcément étonnant. En temps normal, les cas de myocardite et de péricardite qui surviennent dans la population sont déjà plus fréquents chez les jeunes hommes. Donc déjà, ça c'est normal, juste ça va plus vite. Il est important de noter que ces patients s'en sont globalement bien remis. Aucun décès n'a été rapporté sur la période d'étude. Et la durée moyenne d'hospitalisation était comprise entre 2 et 4 jours. Le coût pour la société de cette vaccination, j'ose même pas le chiffrer. On a payé ces vaccins une fortune, et en plus, avec les effets secondaires, je ne sais pas combien on va payer, nous, encore avec nos impôts, etc., avec un hôpital qui est totalement délabré grâce au formidable travail du docteur Véran. Le risque existe, mais la balance bénéfice-risque reste favorable, vu que les vaccins sont efficaces à 90% contre les formes graves, même chez les jeunes. Ah ben alors vous me rassurez, monsieur le docteur. La Haute Autorité de Santé estime aujourd'hui que seul Pfizer, pour lequel le risque de complications cardiaques graves est bien moindre, doit désormais être administré aux jeunes. Les stocks disponibles permettent a priori d'assurer un tel changement de stratégie. Alors vous faites ce que vous voulez. Maintenant vous avez les études, vous avez les informations. Là on parle quand même de l'agence de l'autorité, la Haute Autorité de la Santé. On parle d'Epifar, l'assurance maladie. On ne parle pas du tout là d'études bidons du Lancet ou quoi que ce soit. On a écrit noir sur blanc que ce vaccin ARN provoque des myocardites et des péricardites à hauteur de, alors peu, voilà nous dit-on, mais on fait comme si c'était pas grave. Comme si on s'en remettait très bien. Une fois qu'on a une péricardite, une myocardite, c'est quand même... on s'en remet pas si bien, c'est du long terme. Vous avez des sportifs qui ont été obligés d'arrêter leur carrière. Vous avez des jeunes qui prennent je sais pas combien, le cœur prend je sais pas combien d'années de vieillissement suite à ça. C'est n'importe quoi. Donc là, maintenant que les États-Unis vaccinent les enfants de 5 ans, c'est leur problème. Nous, on voudrait pousser à la vaccination des 12 ans. Ok. Quand on voit le mal que font les vaccins avec ces effets secondaires, documentés, chiffrés, je ne comprends pas qu'on continue. Voilà. J'aimerais poser la question d'ailleurs à des médecins en leur disant mais vous vous rendez compte. Alors, ils nous sortent le bénéfice-risque. Mais enfin, quand vous êtes le parent d'un ado qui se retrouve à l'hosto avec une péricardite, c'est quoi? Ou même, rappelons-nous ce gamin qui est mort, alors soi-disant à cause d'un choc anaphylactique dû à des aliments. Non, vous lisez le rapport d'autopsie, ils ne savent pas en fait. Ils disent c'est effectivement un choc allergique. Voilà. Mais ça peut être médicament ou aliment. Je trouve assez inconséquent la façon dont on nous vend toujours cette technologie en disant que c'est super parce qu'on a que ça. Sachant que les mecs travaillent sur une petite pilule, sachant en plus de ça que les chiffres du virus ne sont pas non plus alarmants en termes de... Alors c'est grave, il y a des morts, il y a plus de 100 000 morts en France, des millions de morts au niveau du monde. Ce virus, on ne sait toujours pas d'où il vient, il y a beaucoup de questions. Mais sur la vaccination, on a maintenant les chiffres. On a des rapports officiels qui montrent que oui, ces vaccins provoquent des incidents cardiaques graves. Et personne ne se réveille. Bon, pourquoi pas. Moi, je suis impressionné, impressionné. Il y a eu également dans l'actualité, et il faut en parler, on va parler de la dose de rappel après, mais avant ça, pardon, excusez-moi, Darmanin était à Cannes avec le maire de Cannes, puisque un forcené au nom du prophète a encore attaqué la police. 3 policiers pris pour cible. Alors il était très mauvais, donc le couteau est allé directement dans les gilets pare-balles où c'est planté. Voilà, c'est quotidien. Quasiment, il y avait une attaque au couteau dans un train en Allemagne il y a quelques jours de ça. L'homme a été grièvement touché par les tirs de riposte. C'est un suspect de 37 ans qui habite à Prado République. Il était porteur d'un passeport algérien, d'un titre de séjour italien. Il avait demandé une carte de résident en France et est arrivé en Europe en 2009 ou 2010 et en France vers 2016 où il était en situation irrégulière, nous dit Gérald Darmanin. Son pronostic vital n'est pas engagé.
Voilà encore sans doute quelqu'un que le procureur va mettre en hôpital psychiatrique. Alors voilà, moi je suis pas de l'école tous les flics sont des salauds. On a besoin de la police pour nous protéger et malheureusement les policiers sont des cibles notamment de ce genre de personnes. Cette agression de policier, on en parle, mais pas trop dans la campagne. Je pense que ça va encore monter. On voit bien qu'il faut d'abord régler la casse Covid, la vaccination pour tous. Après, on passera à, attention, menaces terroristes. C'est derrière tout ça la société de vigilance. On va en reparler dans cette revue de presse qui s'installe. Et cette société de vigilance, elle est extrêmement dangereuse pour nos libertés et même pour notre santé mentale. En tout cas, voilà, je voulais juste en parler parce qu'on me reproche trop souvent de ne pas en parler. Et c'est faux, j'en parle au même titre et je condamne toutes les violences. D'ailleurs, vous me connaissez, donc il n'y a aucune raison de ne pas en parler. Alors, on va reparler vaccination, puisque vous êtes là, je vois que vous aimez ça. Et vous allez voir, alors, après donc on a les études qui disent que attention la vaccination c'est quand même une grosse douille, myocardite, péricardite, bon il y a des... Alors on n'a toujours pas de mort officielle liée au vaccin puisque les études sont en cours, etc. Mais alors la question d'hier, y a-t-il un risque de recevoir une troisième dose alors qu'on a moins de 65 ans et qu'on est en bonne santé? Parce que bon, les contaminations repartent à la hausse. Alors Odile Launay, infectiologue à l'hôpital Cochin à Paris, vous répond: la dose de rappel devrait bientôt être élargie à tous. Ouais. Ils ne sont pas aujourd'hui éligibles mais aimeraient bien recevoir une troisième dose. Est-ce que c'est dangereux? Pas de risque particulier connu à ce jour pour les moins de 65 ans et les personnes en bonne santé à faire une troisième dose. Allez-y, c'est juste une myocardite, une péricardite, juste quelques petits incidents cardiaques graves, mais c'est peu fréquent. Allez-y, le bénéfice-risque, il est très bon. Même si pour tous, y compris les plus âgés, ce rappel peut accentuer les effets indésirables déjà connus. Une petite douleur au point d'injection ou de la fatigue. Trop de boulgour, évidemment, ça fatigue le foie. C'est génial. Alors, ils te vendent le truc. On a bien sûr les chiffres, mais les morts ne sont pas officiellement liés directement au vaccin. C'est ça qui est génial, puisque les études sont en cours. Alors j'aimerais juste attendre la fin des études pour savoir si on peut dire ouh là là, quand même, c'est chaud votre truc. Bah oui, je trouve ça assez dingue de continuer comme si de rien n'était, alors qu'on a maintenant des études chiffrées qui nous montrent le danger de cette technologie. Mais non, les mecs continuent en disant mais c'est super. Et pourquoi les jeunes? Mais parce que les jeunes, bordel. Parce que les jeunes, s'ils vivent trop vieux, il va falloir payer des retraites qu'on peut pas. Donc voilà, c'est beaucoup plus simple comme ça. Non, c'est totalement conspi, ça. Arrêtez vos conneries. Alors, non. On aurait envie de faire en priorité aux vaccinés AstraZeneca un rappel avec le vaccin ARN messager. Bah oui, parce que ces pauvres AstraZeneca qui se sont fait vacciner en premier, là, qui étaient tout contents, en fait, leur vaccin sert à rien. Ah oui, peut-être exception. Pour les personnes vaccinées à l'AstraZeneca, on sait que leur concentration d'anticorps est un peu faible. Dans ces populations, et elles sont assez nombreuses, on aurait envie de faire peut-être plus rapidement un rappel avec un vaccin ARN messager, surtout si elles ont des facteurs de risque. Ma pauvre dame, alors vous avez vos 3 piqûres de... Vous avez quoi, vous avez fait quoi? Moi, j'ai fait le boulgour, puis après, ils m'ont fait ils m'ont fait le taboulet, et puis là, j'ai fait un peu de vin rouge. C'est mon médecin homéopathe, il m'a dit un peu de vin rouge, ça fait pas mal. Écoutez, Mme Michu, je suis désolé, mais là, on va vous faire les reines. Oh, oui, si vous voulez, ouais. C'est génial. L'utilité du rappel pour tous dépend aussi du niveau de circulation du virus. C'est pour ça qu'on nous dit 5e vague. Attention, là l'idée c'est de vacciner la 3e dose à fond. Donc on dit il y a le virus, attention, il y a une épidémie de non vaccinés qui arrive. Vous allez voir dans l'autre canard à Nanar, les échos. Je pense que Nanar il est flippé, Bernard Arnault il est flippé du Covid, je pense. Vu comment c'est traité dans ses choux, ses feuilles de choux, c'est un peu... Donc on va inciter les autorités sanitaires à proposer la 3e dose. Avant de conclure, alors, vous êtes bien assis? Vous êtes bien assis? Vous êtes prêts? Attention, parce qu'il y a Macron qui parle ce soir, il va nous en dire des trucs. Parce que c'est le grand infectiologue en chef. Mais là, on a quand même une infectiologue de l'hôpital Cochin qui nous dit « Il est fort probable que dans les semaines qui viennent, ce rappel soit élargi à l'ensemble de la population. » Voilà. Et 1, et 2, et 3 piqûres. Eh ouais,
Eh ben ça, c'est les épicuriens. Bah, c'était écrit hein, dans un des derniers articles du Monde Moderne. On a fait le calcul en fait hein, sur le nombre de commandes de doses Pfizer. C'est à peu près sûr qu'on a la troisième et la quatrième dose pour tous dès l'an prochain. Voilà. Et d'ailleurs, le patron de Pfizer, lui, pense que la crise sera passée après l'été prochain et que de toute façon, on va vivre avec le virus. Donc de toute façon, les rappels, les boosters, les trucs, il y en aura un peu tout le temps. Alors non, ne regardez pas son allocution. Moi, je la commenterai pour vous. Je me tape vraiment des trucs. Hein. Voilà, le débat des LR, l'allocution du président, c'est quand même un sacré truc. Ça vous fera gagner du temps, évidemment, mais vous soyez prévenus. Hein, la troisième dose, c'est pour tous, y compris si vous n'avez eu qu'une dose parce que vous avez eu le Covid avant. Allez sur le site Mon Covid pour tous et vous allez voir, hein, c'est expliqué noir sur blanc. Bah, si j'ai eu qu'une dose, c'est pas grave, vous aurez droit à la troisième, qui est de facto une deuxième. Super. Et quels sont mes risques de crise cardiaque ? Alors, peu probable, mais quand même. Enfin, pas crise cardiaque, mais incident cardiaque grave. Je veux bien une médaille en savon ou en chocolat. Si vous avez, je suis preneur de toute médaille. Non, par contre, je veux bien que vous partagiez le lien de ce stream. Évidemment, la revue de presse du Monde Moderne, c'est tous les matins. On ne parle pas que du Covid parce que c'est chiant, parce qu'on n'en peut plus. Mais bon, c'est eux qui nous en parlent. Donc, on parle de la presse des milliardaires. Et ça nous apprend quand même pas mal de choses sur la façon dont on fabrique le consentement, dont on nous fait voir le monde. N'hésitez pas dès maintenant à vous abonner. On a un Patreon aussi, Le Monde Moderne, si ça vous plaît. Salut Bernie, merci de nous suivre. Vous pouvez nous suivre sur Twitch. Plus on a de followers, mieux c'est aussi pour pouvoir partager le lien de ce stream. Vous pouvez faire des clips, vous pouvez en parler à vos amis, vous pouvez hurler sur votre balcon, dans votre jardin, dans la rue. Également interpeller tous les passants que vous croisez en disant « Tu connais la revue de presse du Monde Moderne, dis donc ? Tu connais ça ?» Non, parce que c'est génial. Hein. Depuis, j'ai arrêté la télé, j'ai arrêté la radio, j'ai arrêté Twitter, j'ai tout arrêté. Hein. Tous les matins, je regarde la revue de presse du Monde Moderne et j'ai tout condensé en 1 heure ou presque de qu'est-ce que c'est que ces conneries. Les Dalton chez Hanouna, ils étaient, c'est vrai, mais je regarde pas Hanouna, je devrais. Alors les Dalton, vous savez, c'est ces Lyonnais qui font des rodéos habillés en Dalton de Lucky Luke. Et il y en a un qui a été arrêté et les autres ont dit on veut bien arrêter, mais je sais plus ce qu'ils proposaient comme truc. C'est un groupe de rap également ils font ils ont fait tout un truc mais bon c'est très bien. Bonjour Nora, bonjour tout le monde. N'hésitez pas, comme je le dis, à nous suivre, à vous abonner, à partager le stream de cette revue de presse exceptionnelle qui est la revue de presse du Monde Moderne. Elle est unique en son genre, elle est faite pour vous, un peu par vous parce que voilà, Joe Dalton, je ne sais pas. Voilà. Alors là, c'est le Figaro qui parle de l'allocution de notre cher leader ce soir. Vous allez voir, c'est pas mal aussi. Il parle bien sûr de la pédophilie. Alors, la 5e vague replace Macron en première ligne. C'est pas sérieux ça comme titre. Déjà, il n'y a pas de 5e vague. Ou alors, c'est les dents de la mer. Hein, mais bon. Et Macron en première ligne. Mais je croyais qu'on était en guerre. Qu'est-ce qu'il fait ? Alors que ses concurrents se déploient, le président prend la parole sur le Covid. Eh oui, c'est juste une prise de parole pour la campagne, évidemment. L'épidémie redémarre ? Non, mais bon, oui. Emmanuel Macron reprend la parole, comme au plus fort de la crise sanitaire. C'est dans le cadre d'une allocution solennelle que le président de la République doit s'adresser aux Français ce mardi soir à 20h. Un discours conçu dans le prolongement de celui du 12 juillet où il a dit « Français, vous allez être enfermés, vous allez avoir un pass sanitaire pour aller au resto. Je sais, il y a 3 mois, j'ai dit que jamais vous auriez un pass sanitaire, mais ta gueule. Je suis le meilleur président que la France ait jamais connu. La France est Macron, les Français trou du cul, c'est bien fait pour votre gueule. » Et donc, instauration d'un pass sanitaire pour encourager à la vaccination. Alors, c'était pas du tout ça en vrai, mais si, en vrai, c'est uniquement pour que chacun se fasse piquer à l'ARN. À l'époque, l'intervention du chef de l'État avait provoqué un engorgement de Doctolib, le cycle de prise de rendez-vous. Et en 1 mois, au cœur de l'été, l'exécutif avait recensé plus de 10 millions de primo-vaccinés qui sont maintenant obligés de passer à la 3e picouse pour garder leur passe. Et ceux-là, tu sais, à un moment, tu dis, Macron, il ment. Olivier Véran, il ment. Il se moque de vous. Pourquoi vous les écoutez ? Pourquoi vous obéissez ? Pourquoi vous continuez comme ça d'être gentil, hein ? Et après, il dit, si j'avais su, alors... Mais c'est écrit dessus, menteur, manipulateur, vide. Et les mecs, ils y vont. Allez, tata, allez, hop, petit coup de boulgour.
Ça fait pas mal. J'ai vu aussi un truc où ils mettent des casques. Alors ça, c'est les Américains, ils sont perdus, hein, mais on le savait. Mais vraiment perdus. Ils mettent un casque de réalité virtuelle aux gamins qui vaccinent pour qu'ils aient l'impression d'être des héros. C'est délirant. Alors, je vous lis l'article. Hein. Vous êtes bien assis. Alors, Emmanuel Macron, face à la menace d'une 5e vague de Covid en Europe. Parce que l'Europe, qui est un des continents les plus vaccinés, est aussi un des continents où il y a le plus de Covid. Ça vous rappelle pas Israël ? Alors Israël, depuis la 3e dose, on n'en parle plus. Alors il y a toujours des gens à Tel Aviv dans la rue contre le pass sanitaire, c'est toujours le bordel, mais on n'en parle plus. C'est bon, c'est Pfizer, c'est Israël, tu vois, maintenant c'est les pays qui sont sponsorisés, c'est Israël, Pfizer, France Moderna, non, nous c'est France LVMH. En fait, chaque pays, tu vois, va être sponsorisé, c'est les États-Unis, Google, plutôt que Facebook. La Grande-Bretagne, ça va être Shell. Et on va arriver à ça, tu vois, on en parle tout à l'heure, mais la fin des grands corps d'État, c'est le démantèlement de l'État. On va avoir des États privatisés avec un sponsor, un grand sponsor pour chaque État. Et donc, nous, ce sera LVMH. Alors, le président a toujours fait le choix de faire confiance aux Français. Ah bon ? C'est nouveau. Chacun a un rôle à jouer, hein, comme chacun le fait depuis plusieurs mois maintenant, un dicton à l'Élysée. Dis Brigitte, je dis que je fais confiance à ces comptes français. Oh oui, dis-le parce que sinon ils vont encore être fâchés, ils vont encore mettre des gilets jaunes, ils vont aller sur les ronds-points. Oui, mais je leur fais pas confiance. On leur donne un pognon de dingue et puis ça sert à rien. Écoute, Emmanuel, fais semblant, tu le fais si bien. Tu sais, je t'ai donné des cours. Ah oui, c'est vrai. Oui. Bon, alors je vais les prendre pour des cons comme d'habitude. Le chef de l'État a préparé son intervention le week-end dernier à Honfleur, Calvados, où il se rend tous les ans avec son épouse pour la Toussaint. Donc là, je vous faisais la scène, tu vois, Honfleur. Il se lève. Bon, dis donc, Brigitte, qu'est-ce que je leur dis la semaine prochaine ? Comme d'habitude, hein ? Tu leur dis que t'es le meilleur et puis que c'est des cons. D'accord, mais comment je le dis mieux que la dernière fois ? Rajoute un truc sur la 5e vague. D'accord, 5e vague. Joe Biden, les sous-marins. Et si je me déguisais en épouvantail ? Ah non, ça c'est fini, Emmanuel. Tu es déguisé en président de la République maintenant. C'est ton rôle de ta vie. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est ? Et si je repompais un discours de De Gaulle ? Oh, c'est un peu anachronique, hein, tu sais, mais tu peux essaye. Alors voilà, ça va être super. Il doit valider les derniers arbitrages ce matin en Conseil de défense sanitaire. La principale question, soumettre ou pas l'octroi du pass sanitaire à la 3e dose. Nous y réfléchissons, a indiqué Jean Castex, en promettant une réponse bientôt. Cela pourrait supposer d'élargir le public éligible au-delà des plus de 65 ans. Mais alors, ce truc qui n'en finit pas, où on nous prend pour des cons, mais oui, vous aurez tous votre 3e dose. Et elle sera obligatoire, sans le dire, parce qu'elle passe. Et c'est évident. Il n'y a même pas besoin de se poser la question. C'est quand même un truc, quoi. Et ça continue encore et encore. C'est pas le début. Hein. Alors, au-delà du front sanitaire, il va aussi répondre à une autre question pour la fin de mandat. Est-ce que l'épidémie est sous contrôle ? Bon, c'est lui qui avait fixé cette condition dans son allocution du 12 juillet pour pouvoir reprendre le cours normal des réformes. Alors, il est un peu emmerdé parce qu'il aimerait bien faire la réforme des retraites, mais il ne la fera pas avant l'élection. Donc, non, épidémie jusqu'en avril. Avril, élection présidentielle. Alléluia. Hop, on peut réformer, je suis réélu, il y avait Zemmour en face, tout le monde a voté pour moi. Hein, alors, vous aimez bien ça ? Allez, tiens, paf, une tarte dans ta gueule. C'est reparti pour 5 ans de destruction de l'État. Eh ouais. Alors, du coup, Michel, on avait dit le travail des enfants des 12 ans. Tu crois qu'ils sont chauds, là ? On peut le faire ? Peut-être, il faut profiter là, des 3 mois, tu sais, où on est haut dans les sondages. Quoi ? On est à 18%. Mais on a gagné. On a été élu majoritairement. Bon, très bien. Donc, le travail des 12 ans, dès 5 ans, t'as raison. De toute façon, à la maternelle, ils n'apprennent plus rien. Autant qu'ils apprennent un métier, je suis d'accord. Donc, le travail des enfants, très rapidement. La retraite, si on la supprimait, ils sont prêts aussi, ça. Hein. De toute façon, ils en sont à la 4e dose, ils ne savent plus comment ils s'appellent. Hein. Donc, on y va. Parfait. Super. Allez. Et par contre, pour montrer qu'on est bien, j'ai vu avec Bernard, il va faire des uniformes pour le service national universel. Donc on aura des uniformes LVMH. C'est un peu la classe, il faudra vendre ça. Gabriel, je compte sur toi. Hein. Oui, pas de problème, c'est super. Je trouve ça très bien coupé. C'est très saillant, le petit t-shirt, là, j'adore. Alors voilà,
Je ne lancerai pas cette réforme tant que l'épidémie ne sera pas sous contrôle et la reprise bien assurée. Ça ne l'a pas empêché de lancer la réforme de l'assurance chômage et de balancer dans la précarité des dizaines, des centaines de milliers de Français. Ça, il n'y a aucun problème. Alors, sur le plan économique, bah oui, parce que la croissance est attendue à plus de 6%, avec l'inflation aussi qui est attendue à plus de 4%, mais c'est pas grave. Le taux de chômage est au plus bas. C'est une douille comptable, hein. On s'approche du plein emploi, veut-on croire, au sein de Non mais, les mecs sont des radicalisés. C'est impressionnant ce qui se passe, hein. On a quitté le réel depuis longtemps. Ici, on essaye un peu de se raccrocher au wagon, de dire non mais attendez les gars, il y a encore, on peut encore faire des... Est-ce qu'on peut encore avoir un peu de bon sens ? Non, on continue. Et pourquoi ? Parce que c'est notre projet. Ok, super. Et là, t'as des mecs qui arrivent, les marcheurs. 5 ans de plus. Toc, toc, toc. Alors, t'as d'abord le contingent de marcheurs. 5 ans de plus. Et derrière, t'as la brigade vaccinale Christophe Barbier qui arrive. Bonjour, c'est pour la piqûre. Vous avez pris le prospectus, là, pour le président Macron ? Oui, tendez votre bras. Merci, mamie Suffren. J'en ai des frissons. Vous savez, vous aussi d'ailleurs, mais c'est pour ça que vous venez tous les matins. Parce que c'est délirant, quoi. La contrainte, c'est un truc quand même assez dingue. Donc attention, généralement, le bataillon de marcheurs qui frappe à votre porte est suivi de la brigade vaccinale BFM Christophe Barbier, qui lance franc-tireur d'ailleurs, qui en parle très content en disant on a besoin de 10 000 exemplaires par semaine pour être à l'équilibre. Ça, c'est du tirage. 10 000 exemplaires par semaine, ouais. Que Kretinsky va acheter pour dire que c'est un succès, puisqu'en fait, ils sont financés par l'oligarque qui a fait fortune dans le charbon. Donc lui, hop, il fait tous les kiosques à journaux, il les achète, et c'est un succès, franc-tireur. Tu parles avec Raphaël Enthoven qui fait le truc d'intro. Je sais, je suis pas que du coq à l'âne, mais c'est un peu le principe de cette revue de presse. Alors, c'est aussi un format stream, hein, qui fait qu'on raconte n'importe quoi sur le temps long. Il faudrait peut-être que je fasse des petites capsules YouTube un peu plus écrites, comme un édito, un truc comme ça, pour avoir d'autres formats. Mais là, je trouve que c'est bien ce format un peu n'importe quoi. Ouais, franc-tireur. Moi, j'appelle ça franc-torchon. Ça va être un beau torchon, quoi. Avec, non, mais t'imagines l'édito de Raphaël Enthoven. Ils ne sont pas d'accord avec moi, donc je les ai bloqués sur Twitter. Pourquoi ? Alors, Nietzsche disait... Des baffes. On va distribuer des baffes. Pas de violence, j'ai dit. Pas de violence. Non, on va lancer Fourche 2022 pour un jardinage éco-responsable. Il y aura des surprises dans l'allocution de ce soir, parce que j'ai pas fini, je suis toujours sur l'allocution de Macron. L'inédit amène à l'humilité, il faut savoir vivre avec le virus, soupire un proche du président. Mais alors vous nous avez promis, avec les vaccins, les gestes barrières, les confinements, les auto-attestations, que voilà, et en fait non, le virus est plus fort que tout. Mais s'il y avait un traitement, si on avait des trucs pour traiter l'air, filtrer l'air, parce que visiblement c'est un virus qui a du mal quand même à l'air libre, hein, il ne dure pas très longtemps. Si on s'en occupait sérieusement de ce virus, plutôt que de prendre les gens pour des cons, il y a bien des solutions, hein, je pense. Mais bon, visiblement non, c'est ARN. Maintenant, 3 doses, 4... Brigitte, on en est à la combienième dose ? C'est la 8e, chouchou. 8 doses. Oh, dis donc, t'es sûr que ça va aller ? Mais oui, regarde Olivier, il a tout fait et il est très bien. Bonjour mon maître, qu'est-ce que je dois dire aujourd'hui sur les hôpitaux ? La cour du roi, quoi. En fait, plus ça va, plus Macron se transforme en Palpatine, quoi. Avec ses brigades de CRS macronistes et tout, tu fais putain, c'est complètement pété ce qu'on vit. Les mecs qui sont là à dire les non-vaccinés, il faut les brûler. On en est à ça, hein. C'est la nuit de la Saint-Barthélemy des non-vaccinés, elle approche à grands pas, quoi. Alors, il en va de son image de réformateur à l'aube de la campagne présidentielle. Il n'y a pas que les retraites, hein. Il y aura des surprises. C'est un interlocuteur du président. Notamment sur la valeur travail. Oh, thème clé sur lequel le chef de l'État veut insister en capitalisant sur l'efficacité attendue de la réforme de l'assurance chômage. Ah oui, tous ces branleurs là au chômage, eh bien, je leur enlève le chômage et hop, ils retournent au travail. C'est pas comme ça que ça marche. L'immobilisme n'est pas le marqueur de ce quinquennat, glisse un visiteur. Il n'a de toute façon pas le choix, alors que ses concurrents se déploient tous azimuts. Après la sensation Éric Zemmour de la rentrée, sponsorisée bien sûr par Bolloré et Emmanuel Macron,
C'est désormais au tour des républicains d'entrer en piste. Je vous l'avais fait, hein, le cirque Pinder de la politique, mais on utilise maintenant de la métaphore filée. On sait que c'est du spectacle. Hein. Voilà, donc on n'est pas dupe. C'est un spectacle triste quand même. Ça mérite mieux que quelques petites sorties, des dérapages ou des conneries, mais voilà. Voilà. L'enjeu de l'allocution, bien sûr, c'est de récupérer encore et encore des voix de la droite. Merci Emmanuel Macron. 50 plus, non. Alors il y en a un qui a tout compris. Il y en a un qui est un peu maître du monde, sans le dire. Qu'est-ce que c'est que cette coupe de cheveux ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Voilà. C'est Xi Jinping. Alors Xi Jinping... pourquoi je fais Chirac ? Putain, ça va mal. C'est la quête du pouvoir absolu. Alors en Chine, c'est le plénum du PCC qui doit préparer le pays à une nouvelle ère. C'est-à-dire, à l'image du numéro 1 chinois, lui, il veut les pleins pouvoirs. Alors, il les a déjà, mais il veut aller encore plus loin. Donc, alors, parce qu'il y a eu un petit scandale de MeToo sexuel au sein du PCC, il a dit quoi ? Non, nous, on ne fait pas l'amour. Nous, on regarde les portraits de Mao et ça suffit. Et l'enjeu de cette semaine est énorme. Puisque, en fait, il s'agit ni plus ni moins de changer complètement de paradigme. Un nouvel ordre, hein, bien sûr. L'idée, c'est qu'il doit signifier l'avènement du néo-maoïsme 2.0 et de l'autorité absolue de Xi. Ça, c'est Wu Qiang, politologue indépendant à Pékin. À l'issue d'une décennie de montée en puissance, le dirigeant va s'emparer de la République et du culte du parti pour réaliser son propre couronnement et établir un régime totalitaire d'un nouveau type. Ce nouvel ordre sera entériné au congrès de l'automne en 2022, selon le calendrier immuable du PCC, élevant Xi au-dessus de la mêlée pour surplomber à son tour la politique chinoise. Il deviendra de numéro 1, il deviendra leader suprême à l'abri des critiques, selon un script minutieusement préparé par le dirigeant de 68 ans, âge habituel de la retraite pour les dirigeants, et qui piétine la limite de 10 ans de règne respectée par ses prédécesseurs, Jingtao et Yang Zemin. La presse officielle prépare le terrain de cet avènement en multipliant les articles hagiographiques. Vous avez même les programmes, les livrets scolaires, hein, où maintenant il est quasiment traité de Dieu vivant. C'est un véritable leader du peuple. C'est le quotidien du peuple qui lui consacre une longue série d'articles qui, après, on raconte sa vie, etc. La gestion énergique de la guerre patriotique contre le démon du coronavirus, qui vient de Wuhan, hein, quand même. Le mec, c'est un peu facile, hein, on te voit. C'est un fait d'armes quasi militaire venant complétant son attirail de théoricien avec la pensée de Xi Jinping qui est inscrite dans la constitution chinoise et les manuels scolaires. Le statut d'un dirigeant visionnaire, la navigation en haute mer requiert un timonier pour avancer la roue géante de la révolution chinoise vers la victoire. Voilà, donc Xi se prend pour Mao et ça fout les boules parce que les investisseurs, alors vous avez l'économie chinoise qui se casse la gueule, hein, vous avez Evergrande qui est le promoteur chinois qui a fait des tours de béton vide partout dans la Chine, qui s'est foutu par terre. La chaîne de Ponzi s'effondre, les investisseurs ont peur. Jack Ma, qui était le patron d'Alibaba, les milliardaires qui ont été remis au pas par le parti, parce que derrière ce que veut faire Xi, en fait, il veut surtout remettre le progrès maoïste, hein, la promesse d'une société harmonieuse, au cœur du projet, c'est-à-dire lutter contre les inégalités. Donc si les milliardaires commencent à prendre le pouvoir, à être trop visibles, c'est la fin de la Chine communiste. Donc Xi, il est vraiment le teneur, celui qui va sauver la Chine communiste en fait des assauts du marché capitaliste en disant vous les milliardaires, vous allez payer. Et c'est ce qu'on devrait faire. Alors, pas forcément de cette manière-là. Hein. Nous, de la Chine, on prend la technosurveillance, taper sur les opposants, tout ce qui est autoritaire. Mais il y a un truc à prendre de la Chine, c'est la mise au pas des milliardaires. C'est dire non, t'es pas plus fort que le régime et tu vas mettre la main à la pâte parce que toi, t'es beaucoup trop riche et ça sert à rien. Nous, on a pris de la Chine que le côté autoritaire pour les pauvres. Bah salut des Antilles, mais qu'est-ce que c'est ? C'est super, merci, première fois sur le chat. Vous êtes un peu partout dans le monde à regarder cette revue de presse et ça fait chaud au cœur, vous savez quoi. Peut-être même en Chine, est-elle autorisée ? Non, ça m'étonnerait, mais on ne sait jamais. Peut-être un jour en Chine sera-t-elle autorisée. En attendant, ce qui se passe en Chine, c'est important d'en parler parce que c'est un changement de régime total et c'est aussi une lutte
idéologique à mort entre, d'un côté, la démocratie libérale, les marchés, les États-Unis, qui sont dans une logique aussi de domination mondiale, et la Chine qui veut tenir, mais parce que le Parti communiste s'effondrera, sinon, à la promesse maoïste, quand même, d'une société meilleure. Il faut savoir qu'en Chine, l'âge de la retraite, c'est 55 ans pour les ouvrières, 60 ans pour tout le monde. Voilà. Et ils ont un problème démographique, donc ils vont devoir remettre le débat sur la retraite sur la table. Et là, ça va être compliqué pour tout le monde. La France est une plutocratie. Oui, c'est l'argent qui fait le candidat et c'est l'argent qui fait la politique. Et aujourd'hui, la politique, elle est faite pour le 0,1%. Voilà, ça, je vous en parlais. C'était l'affaire PPDA, c'était au début de cette revue de presse. Les témoignages accablants de toutes ces femmes qui accusent l'ancien présentateur du JT d'être un gros porc. Et là, dans un autre canard à nanar, mais c'est les Échos cette fois-ci. Hop, hop. Quoi ? Les hôpitaux se préparent pour une épidémie de non-vaccinés. Non, c'est une blague. Alors, on apprend que quand même, c'est la majorité des gens en Belgique qui sont à l'hosto, c'est des vaccinés, double vaccinés, 64%. Une rallonge de 1,66 milliard d'euros a été annoncée sur la santé pour couvrir les surcoûts du Covid en 2021. Le gouvernement reste confiant sur la capacité des hôpitaux. Alors, le taux de vaccination en France, c'est 76% de la population, 87% des personnes éligibles. C'est énorme. Donc, il y a un truc qui ne va pas. Et là, on voudrait donc faire la Saint-Barthélemy des non-vaccinés, puisque le risque principal, nous dit les Échos, Solveig Godluc, est de voir émerger une épidémie de non-vaccinés. Ça, c'est au cabinet d'Olivier Véran qu'on souligne ça. Bah ouais, il ne va pas dire que c'est les vaccinés qui vont refiler la ch'touille, parce que c'est plus compliqué que ça. Ce qui rend les choses compliquées, c'est la coexistence des épidémies et d'un niveau de fatigue important des soignants. En fait, non, Véran essaye de cacher que l'hôpital s'est effondré. Vous avez un mec qui s'est immolé, c'était un personnel administratif, il s'est foutu le feu à Paris, il était dépressif. Alors non, mais on ne peut pas relier ça à la situation de l'hôpital. Vous avez un secteur en extrême tension qui n'arrive pas à recruter, vous avez des lits pédiatriques qui manquent, avec une roulette russe en fait, à ne pas savoir si on va pouvoir mettre tous les enfants qui ont la bronchiolite en réanimation. On en est quasiment là, et Véran dit non, mais c'est la faute aux non-vaccinés. Non, c'est ta faute, mec. Faut arrêter de dire des conneries maintenant. Et donc, cet hiver, ils ont peur pour la grippe. Et oui, la grippe va s'inviter cet hiver. Alors, c'était bien quand il y avait le Covid, il n'y avait pas la grippe. C'était super. Il n'y a pas la grippe cette année. Non, on vous a fait un petit plateau Covid gastro. Ah non, il n'y a pas la gastro non plus. Bon, écoutez, c'est plat unique, c'est Covid. Ça vous va ? Super. Bon, cette année, on a panaché un peu, comme il y a le vaccin et tout, donc on a mis un peu de Covid, beaucoup de bronchiolite, un peu de gastro, parce que bon, ça vous manquait, je sais, ça vous a manqué la gastro, et puis on vous remet la grippe, Voilà, vous allez, et puis alors, écoutez bien Jean Castex, le meilleur moyen de sauver l'hôpital, c'est de ne pas tomber malade, voilà, c'est tout, donc tombez pas malade, arrêtez de faire les cons. En Ile-de-France, le problème, ce n'est pas le Covid, peu dynamique à ce stade, ce sont les tensions très fortes sur la bronchiolite et les postes qui restent vacants alors qu'ils sont intégralement financés. Ça, c'est Amélie Verdier, directrice de l'ARS, qui dit ça. Quand vous avez la directrice de l'ARS qui contredit son ministre, qui dit que, en fait, non, le Covid, on s'en fout, le problème, c'est la bronchiolite, et qu'on manque de soignants, il y a un truc qui ne va plus. Et c'est encore une fois, c'est écrit noir sur blanc dans les Échos. Je vous parle pas d'un truc, tu vois, où c'est difficile à trouver, où on sait pas ce que c'est. C'est du délire. C'est-à-dire qu'on a un gouvernement hors sol qui raconte n'importe quoi pour être sûr de tenir le temps qu'il faut, jusqu'en avril 2022 par exemple, et la réalité du terrain qui est tout autre. C'est à peu près l'équivalent de la chute de l'URSS quand les mecs disaient bon, vous me faites 10 000 tracteurs aujourd'hui. Oui patron, on a sorti 10 000 tracteurs, et les mecs ils sortaient 3 cure-dents. De crise en pédiatrie afin de faire face au manque de soignants. Plutôt que de communiquer sur les lits fermés, on cherche à déplacer les infirmiers en pédiatrie générale pour les mettre aux urgences ou en réanimation là où les besoins sont forts. C'est la patronne de l'ARS qui le dit, bordel. C'est délirant. C'est-à-dire que là, on est en train de dire que oui, la pédiatrie s'effondre. On va peut-être... voilà, il y a des enfants qui sont à risque. Et l'ARS qui dit, voilà, on ne sait pas, il y a plus de soignants. Et il y a la bronchiolite. Et au ministère de la Santé, on veut faire oublier le pourcentage fantaisiste ou très localisé de 20% de lits hospitaliers fermés. Donc Véran, lui, c'est l'idéologue total. D'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est un young leader de la Franco-Chinese Foundation. Il invente des chiffres.
Donc le chiffre lui va pas, il invente un autre chiffre. C'est 6% de lits fermés. Voilà, donc c'est pas grave. Aucun plan blanc en vue, mais l'ARS sur ses gardes. Chaque semaine, depuis 3 semaines, les services d'accueil d'urgence prennent 30% de passages en plus. Les vacances ont fait retomber la pression. On va regarder ce qui se passe maintenant. Au cabinet d'Olivier Véran, on évoque l'ajustement à la baisse des rémunérations des soignants dans les centres de vaccination et la panoplie Covid à l'hôpital. Majoration d'heures supplémentaires, cumul emploi-retraite, mobilisation publique-privée sur la permanence de soins, en espérant que ce sera bien la dernière vague. Non mais il faudrait une bonne grosse vague pour balayer tout ça, quoi. Une grosse vague de colère populaire. Et alors, une petite tribune du patron de Solvay, qui est une entreprise chimique bien, comme on aime, qui dit que l'avenir du climat passe par la chimie. Parce que la chimie, ça permet de faire des batteries, par exemple, des batteries électriques. La chimie, ça permet aussi de rendre les voitures et les avions moins lourds. La chimie, ça permet de polluer, mais moins, parce que, on peut faire des trucs. Donc, il faut savoir, par exemple, qu'à la COP26, il y a eu plus de lobbyistes des entreprises polluantes qu'il n'y a jamais eu de membres de délégation des 8 pays qui sont plus impactés par le changement climatique. Ça, c'est des chiffres officiels depuis 10 ans. C'est-à-dire que la COP, c'est un rendez-vous de lobbyistes pour dire c'est bon, on peut polluer, mais on pollue bien. On a arrêté de faire des cure-dents en plastique. Du coup, ça pollue bien. C'est grâce à vous. Merci. Donc la chimie permet de faire du crack, la colline du crack, de la drogue de synthèse, plein de choses. La chimie, c'est super. Vive la chimie. Bon, alors c'est le patron de Solvay quand même. Il va pas dire non plus la chimie c'est mal. Il va dire. Et puis, dans la catégorie monde de merde, aux États-Unis, la reconnaissance faciale se répand dans l'espace privé. Vous avez maintenant des pointeuses pour aller travailler qui sont en reconnaissance faciale et les entreprises qui veulent mettre ça un peu partout. On se rend bien compte que c'est le truc rampant qu'ils veulent nous faire faire. Vous aviez d'ailleurs, je crois que c'était Xavier Bertrand au débat hier qui disait que la carte vitale devrait être biométrique pour éviter les fraudes à l'assurance sociale. À l'assurance santé, parce qu'il y a beaucoup de cartes vitales en fait qui sont dans la nature. C'est le bouquin de Charles Pratt qui dit c'est vrai, il y a des millions de cartes vitales. Donc, pour lutter contre ça, on va faire des cartes vitales biométriques. Et puis là, on va faire de la reconnaissance faciale partout. Non, c'est Minority Report, quoi. On va arriver vraiment dans un monde tel que décrit dans les pires trucs. Alors, c'est pas souhaitable. Moi, je le souhaite pas personnellement. Après, bon, visiblement, les gens l'appellent de leur cœur. De tout leur cœur. Mais bon. Et puis, petit passage par l'Europe de la défense. On apprend que l'Espagne voudrait commander des F-35 américains. Ils menacent. Ils n'ont pas encore commandé. Mais donc, alors, à la base, ils devaient prendre de l'Eurofighter. Programme d'avions de combat européen. Alors, vous savez, ce serpent de mer, c'est l'armée européenne qui verra peut-être un jour le monde. Eh bien, dans les Échos, on apprend que l'Espagne menace d'acheter des F-35 américains parce que c'est moins cher, parce qu'il faut monter les prix. Après le fiasco des sous-marins, tu te dis, bordel. Alors, on peut se rassurer, la France a vendu le métro du Caire pour plus de 800 millions d'euros. C'est Alstom qui s'en occupe. Il y a quelques marchés. J'ai pas le débat. Tu regardes ça de loin, ça va. Sinon, ou alors tu prends un truc et tu le regardes sous substance. C'est possible aussi. Ça permet de passer un bon moment de convivialité devant sa télé. Il y a plein de trucs, quoi. Non, c'est plus vraiment français Alstom, mais c'est GE qui avait racheté le truc. Mais bref, on dit quand même, ça fait partie des trucs. Et là, tu te dis, alors si l'Espagne achète des F-35, alors là tout passe à l'eau. Et après la COP 26, Eramet revient dans la course au lithium en Argentine. Alors le lithium, c'est essentiel, bien sûr, pour la chimie des batteries. Et là, ils ont un truc d'extraction qui est super, qui permet de remettre l'eau polluée dans les nappes phréatiques, en disant qu'elle n'est pas polluée, pour choper le lithium, parce qu'avant l'eau s'évaporait, donc c'était une catastrophe écologique. Là, c'est une catastrophounette écologique. Et des millions de tonnes de lithium en Argentine pour les années qui viennent, qui vont pouvoir fournir 15% de la demande en lithium en Europe. C'est une excellente... Et Eramet est un géant des mines au niveau international. Ils attendent bien sûr le travail des enfants dès 5 ans à la mine, puisqu'on aura besoin de toutes ces connaissances, tout ce savoir-faire, cet apprentissage essentiel du retour au 19e. Et la mine, ça forme. Voilà. Donc, non. On verra où on en est. Maggie qui joue avec le masque. Tiens, viens là, toi. Tiens. Hop.
Et voilà. Eh oui. La France de la haine à la une de l'Humanité. Ils sont prêts à voter Zemmour. Alors, viens là. Mais viens. Mais je vais demander. Ils sont prêts à voter Zemmour. Alors, l'Humanité, allez voir qui c'est qui vote Zemmour. Ils sont plusieurs. Hein, à se dire, bon, tiens, voilà. Et pourquoi pas. Et on a que ça à faire. Alors, il faut que je retrouve l'article, excusez-moi. Elle était dense, hein, cette revue de presse ce matin. Il y a des matins où c'est pas comme ça. Bon, ce matin, c'était dense. Et donc, cette France qui écoute et vote Zemmour, des sympathisants obnubilés par l'immigration. Donc, ils sont allés voir à Pleurtuis comment ça se passait. Ils s'en prennent à l'assistanat et à la folie bureaucratique. L'Union des droites, bien sûr, ceux qui ont voté Fillon, ceux qui votaient aussi RN et qui se disent maintenant il faut aller plus loin. Et donc, après sa tournée promotionnelle, 15 réunions publiques, qui se terminera le 12 novembre à Bordeaux, Éric Zemmour doit se déclarer candidat entre le 20 et le 30 novembre. Antoine Dias, porte-parole de l'association Les Amis de Zemmour, indique que le mouvement va se constituer en structure partisane qui se tiendra prête sur le modèle de En Marche. Donc, vous vous êtes fait avoir une fois par Macron et En Marche, vous allez vous avoir 2 fois avec Zemmour et Vox Populi, je crois qu'il va appeler son truc. C'est-à-dire des candidats sans parti financés uniquement par l'oligarchie financière. Je crois qu'une fois, ça suffit. Hein. Mais bon, apparemment non, les Français, ils aiment bien. 5e dose? Oui. Et vous votez Zemmour? Oui. Super. Marseille, monsieur Macron. Et donc, ils ont prévu un meeting au Zénith de Paris. Dès qu'il va se déclarer candidat, il y aura le grand meeting au Zénith, exactement comme, eh oui, Emmanuel Macron. Il copie tout, il fait tout comme Emmanuel. En même temps, il se parle au téléphone, donc c'est pas étonnant. Un programme économique confié à un ancien banquier d'affaires. Ah bah alors, ça c'est nouveau, ça, dis donc. Et oui, alors, de quoi rassurer l'électorat de droite traditionnel apeuré par la sortie de l'euro, hein. L'entrée dans l'euro était une mauvaise idée, en sortir serait pire, nous dit Zemmour. La retraite à 60 ans, c'est n'importe quoi, ça c'est Le Pen qui défend ça. Et puis, donc c'est Jonathan Nadler, qui est banquier d'affaires, qui s'occupe du programme économique. Et après, on veut nous faire croire que Zemmour parle aux catégories populaires. Non, c'est vraiment c'est Macron en plus violent, c'est tout. Mais bon, personne ne veut le voir. On essaie d'expliquer, mais ils disent non, parce que les Arabes, parce que l'islam, parce que le grand remplacement. Oui. Le grand remplacement, c'est ton salaire, en fait, qui va être grand remplacé. Et ta retraite aussi. Grand remplacer la retraite, pouf, plus rien. Et voilà. Mais il catalyse l'union des droites, celui qui va guérir Papacito, le youtubeur qui avait mis en scène le meurtre d'un militant gauchiste, bon, lui, il a panassé celui qui va guérir la France. Le pétainiste Thomas Joly le soutient, de même que le suprémaciste blanc Daniel Conversano, qui se réjouit d'Éric Zemmour, qui assume l'héritage de Pétain et déjeune avec la fille de Ribbentrop. Ce mec-là a pignon sur rue, tu vois, et il nous parle de guerre civile matin, midi et soir. Tout va bien, les enfants, tout va bien. Allez Maggie, on va faire comme toi, on va s'en foutre. Et puis, pour finir, et pour vous dire que Corian, c'est quand même un groupe qui a l'humain au cœur. Eh bien voilà, donc Corian, c'est ce groupe qui s'occupe de la silver economy, qui maltraite les vieux dans les EHPAD. Oh non, il les traite bien, pardon. Il veut même les faire voter. Il planche sur un projet de faire des bureaux de vote dans les EHPAD pour avril 2022. J'en ai un peu parlé à la télé, dans le duel des éditos, c'était une brève dans le challenge. Et là, ça s'est un peu excité en disant non, mais c'est qu'un projet, attendez, on n'a rien décidé, oulala, c'est juste pour aider. Oui, bien sûr. Merci, vous avez la main sur le cœur, la preuve, puisque Corian s'attaque à une auxiliaire de vie qui a osé dire que le management était dégueulasse. Une vingtaine de syndicalistes se sont mobilisés devant le tribunal de Paris, c'était hier, pour soutenir Odette Wanji, qui était à l'EHPAD Corian de Bel Air à Clamart. Elle est fatiguée de cette histoire, elle compte aller jusqu'au bout. Heureusement qu'il y a un comité de soutien. En fait, elle a accusé le groupe Corian en disant
Alors, Corian l'accuse de propos exprimés dans un groupe privé d'une plateforme de messagerie, WhatsApp, divulgué par une collègue infiltrée. Elle y dénonçait des situations de maltraitance managériale avec des mots forts, mais qui, selon la CGT, reflètent la détresse des salariés, leur souffrance face à des situations graves, des humiliations, des intimidations. Donc c'est toujours la même chose. Le lanceur d'alerte, l'inversion de la preuve, le fait que celui qui est là pour la justice se fait traîner dans la boue et se fait mettre en procès par ceux qui sont là pour tenir le système de corruption. Cette poursuite contre Madame Wanji est assez incompréhensible. À la lecture des attestations que nous produisons dans notre dossier de défense, on se rend compte d'un niveau de souffrance au quotidien qui est assez choquant. Il y a un management qui est clairement problématique. Et ça, c'est souvent, trop souvent dans les boîtes, où vraiment on traite les gens comme de la merde. Et c'est pour ça d'ailleurs que les syndicats s'effondrent. Hein. Vous avez une atomisation du corps social, l'ubérisation, etc. Pour éviter justement que des travailleurs lancent l'alerte, qu'ils puissent enfin dire ce qui se passe. Voilà ce qui se passe donc dans ces EHPAD où on s'occupe des gens qui sont en situation de dépendance. Voilà, plusieurs mois qu'elle endure ces conditions affreuses. Heureusement, il y a des gens qui sont là. Ça fait 15 ans qu'elle travaillait en EHPAD quand même. Hein. C'est une des anciennes de l'EHPAD de Clamart. Après l'arrivée du Covid, tout s'est dégradé avec l'arrivée de la nouvelle direction qui impose un rythme intenable. On va au boulot avec la boule au ventre, le stress est permanent, l'ambiance est mauvaise. Elle attribue à une gestion des ressources humaines pour le moins tortueuse, avec une réorganisation qui contraint à une charge de travail difficilement supportable, mais découlant d'une stratégie claire. Réduire toujours plus le personnel pour faire des économies. Alors, il faut savoir que c'est une énarque qui est à la tête du groupe Corian, qui est payé je ne sais pas combien de millions par an. Le groupe Corian qui est un énorme outil financier qui permet de faire des placements extrêmement juteux. Et au final, c'est quoi ? C'est de la maltraitance encore. De la maltraitance du staff, de la maltraitance des résidents. Ça n'arrête pas. C'est une chaîne de la maltraitance, cette société. C'est ça qu'il faut briser. Briser nos chaînes, briser les chaînes de maltraitance. C'est à quoi on essaie de s'atteler. Alors, c'était pas du tout dans le canard de Nanar, c'était dans l'humanité, pardon. J'aurais dû enlever ce bandeau qui peut donner la nausée à certains. C'est la revue de presse du Monde Moderne. C'est tous les matins ou presque, à 9h ou presque. Demain, je ne sais pas s'il y en aura une parce que j'enregistre l'émission parce qu'on a plein de choses à faire. Et que je ne sais pas si Antoine sera disponible. S'il y en a une, ce sera dans l'après-midi, je vous préviens. En tout cas, ici, tous les matins, on essaye de dire que vous n'êtes pas fous, que tout va bien, et que si vous critiquez Macron, attention, vous pouvez finir en hôpital psychiatrique, mais c'est pas vous qui êtes fous, c'est la société qui est malade. Et en finir avec cette société de la maltraitance, je crois que... Bien sûr, cette société-là a trouvé son candidat avec Éric Zemmour, candidat de la haine. Ça marche très bien, visiblement. Beaucoup de Français aiment bien se faire maltraiter. Vu qu'ils pensent mettre des urnes dans les EHPAD, pensez à prendre les procurations de vos aînés, qu'ils leur foutent la paix avec ça. Oui, il va falloir faire un plan de procuration. Et puis, on a un projet qui va vous intéresser. J'ai croisé quelqu'un de très intéressant qui voudrait faire des bureaux d'abstention plutôt que des bureaux de vote, histoire de changer la donne. On va voir comment mettre ça en place. Et puis, on a bien sûr Fourche 2022 pour un jardinage durable et éco-responsable. On va essayer de faire des trucs comme ça. En tout cas, merci d'être toujours aussi nombreux. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à nous suivre, à nous aider sur Patreon, à parler de nous aussi autour de vous. L'audience, c'est la clé. Plus on sera nombreux, plus la campagne sentira un peu moins la merde. Et un peu plus... vous savez, on peut mettre maintenant des petits clips sur les masques de Canard WC, si vous avez suivi la revue de presse. Voilà. Alors, je vous dis à demain. Ou pas, je sais pas qui va le faire. Qu'est-ce que c'est moche en fait, porter un masque. T'as l'impression que c'est Dune. On dirait un film de science-fiction quoi. Et en fait non, c'est notre réalité. Alors pour que notre réalité change, pour avoir une prise sur le réel, partagez cette revue de presse. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, construisez les chaînes de solidarité essentielles et ne prenez pas trop au sérieux les acteurs du cirque politico-médiatique. Allez, bonne journée.